Dissimulée par la brume de l'océan, rassemblée autour de son église centenaire, la ville de Saint-Pierre est unique. Ici, on aime cultiver un art de vivre aux multiples influences, où la douceur de vivre n'efface pas le souvenir d'un passé de labeur. Aucune autre ville ne ressemble à Saint-Pierre, même si tout ici rappelle la France. Située à 5000 km de l'Hexagone, si proche du Canada et des États-Unis, la ville de 5500 habitants s'est blottie sur une île de 25 km². Dernier bastion français de la grande histoire de l'Amérique. Un bout de France différent de l'Hexagone, où l'influence des grands voisins s'imprime dans l'architecture. Voyage dans l'histoire d'une ville française en Amérique du Nord. L'île de Saint-Pierre est connue des pêcheurs européens depuis le XVIe siècle. Longtemps avant eux, les ancêtres des Amérindiens peuplant Terre-Neuve ont fréquenté le caillou par intermittence. C'est au XVIIe, sous le règne de Louis XIV, que les installations de pêche françaises marquent réellement le début de la colonisation de Saint-Pierre. La population ne dépasse pas alors les 80 personnes à l'année longue. Les guerres franco-britanniques du XVIIIe, pour la possession de l'Amérique, ne laisseront aucune trace dans le patrimoine bâti de l'île, incendié à plusieurs reprises par les Anglais. Il faut attendre 1816 et la fin des guerres européennes pour que la ville prenne son essor en revenant définitivement à la France. Le visage de Saint-Pierre apparaît enfin. Les réserves du musée de l'Arche abritent de nombreux trésors sur la mémoire de la ville. Lauriane d'Etcheverry, directrice des archives départementales et du musée, revient sur les débuts mouvementés de la cité. La ville de Saint-Pierre au XIXe siècle, ça reste une ville qui obéit à un quadrillage en fait. Le plan de la ville, il obéit tout à fait à des plans de type militaire qu'on retrouve dans les colonies françaises. Il faut bien penser que quand les Français reviennent en 1816, tout est détruit. Il n'y a plus de bâtiments debout.
Alors il faut tout réinstaller, mais ce n'est pas la première fois qu'on réinstalle la ville non plus. Donc forcément, à chaque fois, on garde des données, on essaie de se recaler, on va dire, sur les anciens plans, sur les anciennes propriétés, sur les anciens axes, en fait. Donc malgré les destructions de la ville, les déportations de la population, etc., au 18e, quand on revient au 19e, finalement, on se réimplante plus ou moins de la même façon. Mais il faut imaginer que ces rues étaient beaucoup plus étroites. Donc il y avait une densité de construction très importante. Des bâtiments, alors quasiment exclusivement en bois, qui déjà pouvaient avoir 2 étages, la plupart mitoyens ou très proches les uns des autres, avec des rues beaucoup plus étroites qu'aujourd'hui. Donc on avait une forte densité dans la zone du centre-ville. La construction en bois, avec cette ville très dense, bien sûr, elle a toujours comporté ces risques d'incendie. Donc on en a eu plusieurs dans l'histoire. On a notamment 1867. Un incendie éclate dans le bas de la ville en septembre 1867. Et là, ça va être catastrophique. On considère que ce sont les 2/3 de ce qu'on peut vraiment appeler la ville qui va brûler. Le reste est considéré comme des faubourgs, donc des zones d'habitation beaucoup plus clairsemées. Le désastre est si grand qu'on va venir réglementer les constructions dans cette zone du centre-ville, parfois contre la volonté des habitants, mais on va venir imposer dans cette zone du centre-ville de la construction en matériaux incombustibles, donc briques, pierres, pour essayer de limiter les risques dans cette zone. La résilience n'étant pas un vain mot à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'incendie de 1867 a permis à la ville de prendre un nouvel essor. Les rues sont élargies pour éviter les sauts de feu et les constructions en dur se multiplient. Notamment les bâtiments publics financés par l'État. La population de l'archipel augmente considérablement et la colonie se doit d'être dotée, comme n'importe quel territoire de la toute jeune Troisième République, des infrastructures de base. Saint-Pierre voit apparaître des bâtiments comme la maison du gouverneur au style colonial, le tribunal ou la maison de l'ordonnateur, l'ancêtre du conseil territorial, dont les toitures en zinc, matériaux incombustibles, s'inspirent directement de l'architecture haussmannienne, alors en plein essor dans la capitale française. Durant toute la fin du 19e, les particuliers et commerçants du centre-ville sont sommés d'adopter la brique, matériau alors le plus évident. Les propriétaires construisent ou recouvrent leurs maisons avec cette brique que l'on maîtrise mal. La réglementation s'assouplira au fil du temps pour être finalement abandonnée. Peu de traces subsistent de cette brique discrète, bien souvent recouverte d'enduit ou de clabord, pour renforcer l'isolation des maisons. L'obligation d'utiliser ces matériaux onéreux dans le centre a eu pour effet de voir la ville s'étendre vers le nord. Là, le recours au bois, matériau historique de la région, n'était pas interdit et beaucoup plus accessible pour la majorité de la population. D'autant que les conditions sanitaires s'améliorent. Les cimetières sont déplacés, des égouts mis en place et l'adduction d'eau fait son apparition. En cette fin de 19e siècle, le Saint-Pierre moderne est né, même si l'utilisation du bois dans la construction va durer encore des décennies. Conçue en adéquation avec son environnement, l'architecture vernaculaire est spécifique à la région où elle se trouve. Cette architecture des gens, qui se pratique sans architecte, fait appel aux matériaux disponibles dans la région. Dans le cas de Saint-Pierre,
on utilise des techniques de construction souvent héritées des charpentiers de marine. Ici, le matériau le plus répandu est le bois, que l'on exploite d'abord sur place, avant de faire appel à l'importation du Canada et des États-Unis. Il n'est pas rare non plus de recycler le bois des épaves de navires. La construction des maisons de pêcheurs est un subtil mélange d'inspiration normande, acadienne et britannique. Ces modestes habitations de 2 pièces, de 5 mètres sur 7 pour la plupart, sans réelle fondation, étaient constituées de planches fixées sur de simples poteaux. Quelques exemples de ces constructions perdurent encore sur le littoral. L'Association de sauvegarde du patrimoine de l'archipel œuvre depuis de nombreuses années à préserver ces bâtiments, témoins d'un passé révolu. Classée aux monuments historiques, la maison à Jules en est un parfait exemple. Aujourd'hui en rénovation, elle devrait retrouver bientôt son aspect d'origine. Christophe Le UNN, membre de l'association et architecte des Monuments de France, est venu constater l'avancée des travaux. C'est des constructions qui sont en bois, qui sont posées sur une petite fondation, comme on peut le voir là. C'est vraiment une fondation minimum sous les murs de la maison. La maison est montée dessus comme traditionnellement avec la serre, les montants, la charpente. Quand on voit un élément de bardeau comme ça paraît pas très épais, mais quand ils sont superposés, on arrive à une épaisseur quand même qui avoisine 1,5 cm à 2 cm d'épaisseur de paroi. Bon, c'est un matériau qui est résistant dans le temps, qui tient relativement bien, qui est étanche à l'eau, étanche à l'air. Il y avait des techniques autrefois où on les badigeonnait d'huile de lin, d'huile de foie de morue quand on n'avait pas autre chose. Parce que bon, il faut savoir que ce sont des petites maisons, que les gens qui les construisent, c'est vraiment pour s'abriter, pas pour faire des fioritures. Donc ils avaient peu de moyens à consacrer, il fallait surtout s'abriter. Et donc les couleurs, la peinture, ce n'est venu que bien plus tard après, parce que où c'était les gens qui avaient vraiment un peu plus de moyens qui peignaient les maisons, mais la plupart étaient traités à l'huile, donc souvent l'huile de foie de morue parce que c'était gratuit en fait. Si en hiver comme en été, les couleurs éclatantes des maisons font aujourd'hui partie du charme de la ville, l'usage du bardeau n'a pas complètement disparu. Et de nombreux propriétaires aiment encore en recouvrir leurs habitations. Autre spécificité architecturale auxquelles les Saint-Pierrais sont attachés, les tambours. Ces sas d'entrée que l'on apprécie particulièrement l'hiver et qui sont un héritage direct de cette architecture vernaculaire si présente dans la vieille ville. Réglementé depuis le milieu du 19e, l'usage et la physionomie de cet espace intermédiaire entre la rue et le logis n'a cessé d'évoluer au fil du temps, comme nous l'explique Christophe. À l'origine, c'était vraiment pour protéger les entrées. D'ailleurs, à l'origine, les tambours étaient amovibles. Il y avait même des dates spécifiques de mise en place et d'enlèvement des tambours. C'était pour la période hivernale. Alors, c'est des tambours moins sophistiqués que cela, c'est des tambours constitués de planches en général, avec pas de fenêtre ou alors un petit oculus sur le côté pour amener un peu de lumière. C'était 3 panneaux qui s'accrochaient sur la façade, 3 panneaux plus la toiture. C'est vers 1930 par là, où le maire a décidé de laisser des tambours à l'année longue. Mais c'était des tambours qui étaient vitrés, qui comportaient des vitres et qui étaient un peu plus sophistiqués. La plupart des tambours avaient une double entrée. Comme le tambour qu'on a ici, justement, qui est intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que ça permettait d'ouvrir une porte ou l'autre en fonction de la direction des vents. En fonction de la direction des vents, puis en fonction des congères aussi, parce que bon, quand le vent souffle, bon, la neige se dépose souvent d'un côté, mais laisse l'autre côté libre. Ils sont sur le domaine public. C'est autorisé, justement, c'est autorisé par arrêté du municipal, arrêté du maire, l'autorisation d'empiéter sur le domaine public. Alors,
L'autorisation est limitée à 1 mètre sur les rues et je crois que c'est porté à 1,50 m sur les places. Ça fait partie du patrimoine, d'une part sa fonction, puis d'autre part ensuite la consolidation, je dirais, des tambours, les tambours permanents, etc. Ça crée un paysage urbain un peu particulier et ça fait aussi partie complètement du patrimoine. Certains de ces tambours sont particulièrement soignés et s'imposent comme une signature de la façade. C'est un tambour qui est intéressant, il sort effectivement de l'ordinaire parce que bon, déjà par sa taille, il est quand même nettement plus long que les tambours, il ne fait pas le double mais pas loin des tambours habituels au niveau de sa longueur. Puis il y a quand même pas mal d'éléments menuisés dessus au niveau des vitrages, au niveau même de la toiture qui est aussi intéressante. Il y a des décors dessus. En plus, il s'équilibre au milieu de la façade. Et puis les proportions sont intéressantes par rapport à l'ensemble. On est juste sous la toiture, axé sur la lucarne. Enfin, ça donne un ensemble assez intéressant au niveau architectural. C'est sans doute à l'île aux Marins, ancien village situé juste en face de Saint-Pierre, que le témoignage architectural de la ville est le plus visible. Véritable joyau patrimonial, chaque bâtiment porte en lui le témoignage des techniques de construction vernaculaire. Christophe connaît bien la maison Jézéquel, qui fut l'une des premières à être restaurée dans les années 80. Le rez-de-chaussée de cette bâtisse, arrivée en kit sur l'archipel à la fin du 19e, offre quelques singularités dans sa conception. La plupart des maisons étaient construites sur le mode de construction des bateaux, puisque bon, c'était construit par des charpentiers de marine. Donc ici, on a vraiment un exemple de ce qui se faisait à l'époque. On est ici dans la plus grande longueur du bâtiment. Donc la logique voudrait qu'on mette les poutres sur la plus petite portée, avec les solives dans l'autre sens. Mais là, on est dans une construction qui s'apparente à une construction de bateau, et avec un élément central qu'on voit ici, qui est supporté par des poteaux. Cette partie supérieure, localement, on l'appelle l'îloir. Et l'îloir, c'est la pièce qui, dans un bateau, est en position centrale et soutient les barreaux de plancher, terme également qui est employé dans la construction locale. Donc on a vraiment ici l'exemple typique de ce que reproduisaient les charpentiers de marine en arrivant, c'est-à-dire la construction qu'ils connaissaient, c'était la construction d'un bateau. Au lieu d'avoir des courbes, on a des montants droits sur les côtés, mais enfin voilà, c'est le principe constructif, quoi. Donc en gros, on est dans une coque de bateau, légèrement différente, puisque bon, elle n'est pas incurvée, mais c'est tout. Toutes les maisons des particuliers, la plupart étaient construites comme ça, oui. Et encore jusqu'à un passé récent, les constructions des années 60, etc., étaient sur le même modèle, avec des murs en béton en général pour le soubassement. Voilà, c'était un peu la différence. À quelques mètres de la maison Jézéquel, l'ensemble Morel, également restauré par l'Association de sauvegarde du patrimoine, est une bâtisse de pêcheurs typique, avec son séchoir, son fumoir et sa saline. Les bâtiments classés offrent un bel exemple des menuiseries utilisées à l'époque. Il y a deux types de fenêtres. Au début, c'était ce type de fenêtre à la française. Fenêtre à la française, mais ouverture à l'anglaise. Les fenêtres à la française, en général, s'ouvrent vers l'intérieur. Les fenêtres à l'anglaise s'ouvrent vers l'extérieur. Ça, c'est une question de climat et de pression de vent. Ce qui fait que cette fenêtre ici, quand elle s'ouvre vers l'extérieur, avec la pression du vent, elle a tendance à se fermer, donc être beaucoup plus étanche. Contrairement à une fenêtre qui s'ouvre à l'intérieur et quand le vent pousse dessus, elle a tendance à s'ouvrir. Donc, elle décomprime les éléments d'étanchéité et est beaucoup moins étanche. Puis après, il y a ce type de fenêtre qu'on appelle châssis américain, qui est une fenêtre à guillotine en fait. Les deux ont cohabité à un moment donné, mais bon, les plus anciennes sont certainement celles-ci. Et puis, mais elles ont cohabité aussi pendant pas mal de temps et on les retrouve encore dans la plupart des maisons.
La raison d'être de la ville de Saint-Pierre a été durant des siècles de fournir à la métropole et son empire les précieuses protéines issues de la morue, très abondantes sur les bancs de Terre-Neuve jusqu'à la fin du XXe siècle. Cette industrie de la morue, même s'il a évolué au fil du temps, a façonné le village, puis la ville, entièrement tournée vers l'océan, source de revenus pour des générations de Saint-Pierrais. Le moindre espace du littoral est alors consacré au traitement du poisson, que l'on fait sécher au soleil sur des graves, d'immenses surfaces de galets et de pierres dont il ne subsiste aujourd'hui que de rares exemples. Albin Girardin, passionné par l'histoire de ces îles, nous invite à plonger dans le passé du port de Saint-Pierre. La ville, entre guillemets, ou le village de Saint-Pierre se situe autour du port. Ça a toujours été, ça l'est encore aujourd'hui, même si l'activité économique a changé. Et donc, en étant à côté du port, à côté de l'arrivée de tous les bateaux, du départ aussi des personnes, c'était bien plus pratique. Et donc, ces pêcheurs, tous ces marins, ils habitaient autour. Et petit à petit, évidemment, la ville grandissant, eh bien, on a été chercher de plus en plus loin les lieux où il y avait du terrain à bâtir, tout simplement. Donc aujourd'hui, on ne voit plus, mais il y avait des graves tout le long du littoral. Donc les pêcheurs aussi habitaient près de leur doris de pêche ou près des salines. Pour les gens, habiter loin du port, c'était quand même une perte de temps. Même s'il y avait des chevaux, c'était quand même un usage qui n'était pas commun à tout le monde. Donc plus on habitait près du port, et moins on perdait de temps pour les travailler et puis pour la vie de tous les jours. Donc c'était bien plus pratique comme ça, même s'il y avait d'autres endroits dans la ville ou des anses où il y avait des installations de pêcheurs qui avaient choisi ces endroits pour être le plus près des lieux de pêche. Alors les bateaux, ils étaient vraiment partout, partout dans le port. Chaque espace était utilisé. Donc, quand on voit des photos, on voit qu'ils étaient amarrés les uns aux autres. Ça faisait des rangées de bateaux. Alors il y a bien sûr, dans une époque plus lointaine, c'était des forêts de mâts. C'est ce qu'on disait. Dans le port, il y avait des forêts de mâts. Et puis dans une époque un peu plus récente, là c'était des bateaux de pêche, notamment espagnols ou étrangers, qui étaient amarrés les uns aux autres dans le port et qui amenaient une vie économique et puis une vie sociale très vivante. Le fond du port de Saint-Pierre, le Barachois, qui accueille aujourd'hui le port de Plaisance, était un lieu important des activités de pêche. Quelques traces du passé y sont encore présentes. Ici, on est tout au fond du port de Saint-Pierre, du Barachois. Et donc le magasin à sel, c'est le dernier vestige un peu de cette époque où toute l'activité de Saint-Pierre-et-Miquelon était tournée vers la pêche, vraiment. Et il y avait tout un tas de bâtiments qui étaient tournés vers l'économie de la pêche, des sécheries, des bâtiments où il y avait des charpentiers de marine, où on travaillait le poisson, où il y avait des forges aussi plus loin. Donc toute l'économie, en fait, tous les bâtiments à côté du port étaient vraiment tournés vers la pêche. Les cafés, c'était bien sûr pour les gens de Saint-Pierre, les habitants, mais surtout pour les marins qui venaient en escale. Tout comme les commerces qui devaient fournir les bateaux qui étaient là en escale. Donc, que ce soit en vivres, en divers matériels, pour des réparations diverses. On pouvait fabriquer sur place des pièces dont les bateaux pouvaient avoir besoin, que ce soit grâce à des charpentiers de marine, grâce à des cales de halage, à cales sèches. Donc, qui étaient utilisés pour monter les bateaux, les réparer, et qui est toujours utilisé. Cette histoire de la pêche est toujours présente, puisque quelque part l'activité de la pêche n'a jamais cessé. Elle est encore présente, même si elle n'a rien à voir avec ce qu'elle a pu être. La partie du port ayant la moins changé est sans doute celle du quai de la Roncière, célèbre pour avoir accueilli des centaines de milliers de caisses de whisky durant la période de la Prohibition. Le paysage urbain y a certes évolué,
mais nombre de bâtiments de l'époque sont encore visibles sur la place du Général de Gaulle qui encadre le port. Après la Seconde Guerre mondiale, le port se transforme considérablement. Les années 60-70 voient de nouvelles infrastructures apparaître. L'ajout de digues dans la rade permet la construction du môle du commerce, avec de nouveaux bâtiments entièrement destinés à la pêche. Cette nouvelle zone portuaire a été rendue possible par l'extension de la ville sur la mer. Le remblai du quartier des Salines, anciennement anse de pêche, a ainsi permis de gagner 60 mètres sur l'océan. Christophe Le UNN se souvient d'un temps pas si lointain où le quartier avait les pieds dans l'eau. C'est la maison de mon grand-père qui était située à peu près où sont les gendarmeries, un peu derrière, se trouvait juste en arrière du banc de galets en fait. Et les digues n'étant pas faites, la passe du sud-est qui est là s'ouvrait en plein sur l'Anse. Et quand il y avait des grandes marées avec des forts vents d'est, de sud-est, la mer passait par-dessus. Et j'ai connu, j'étais gamin, mais j'habitais, enfin ma chambre était à l'étage chez mon grand-père et ma grand-mère venait me porter des cuissardes pour descendre dans la cuisine parce qu'il y avait 30 cm d'eau. Il y a eu un abri qui a été construit par les digues et ensuite toute cette partie a été gagnée sur la mer. C'est du remblai qui a été apporté depuis la carrière du fauteuil avec des enrochements et puis du remblai en arrière. Pour avoir une petite idée de ce que c'était, la maison jaune qui est là, juste au pied il y a un mur en béton qui fait à peu près 50 cm d'épaisseur. C'était le mur de crête du banc de galets. À mer basse, la mer arrivait à peu près aux bornes téléphoniques. Et à mer haute, bon, ça montait bien plus loin. Les gendarmeries, ça a été gagné en partie sur la mer. Cette maison-là, elle a été gagnée complètement sur la mer, toute la route et les Salines. Ici, c'était une anse de pêche, donc il n'y avait pas de circulation, pas de possibilité de circuler. Donc il fallait un passage pour les camions qui ont construit le môle du commerce et la digue du commerce là-bas au fond. Il n'y avait pas d'autre accès, le seul accès était par l'intérieur de la ville, mais c'était trop étroit pour faire passer des camions de 15 ou 20 tonnes à l'époque, qui étaient des camions de carrière en fait. Ça reste une zone qui est très marécageuse, très humide. Il n'y a pas de sous-sol enterré dans le coin, parce qu'en fait, c'est tout le bassin versant et c'est drainant, il y avait des ruisseaux qui descendaient et tout, donc toute cette partie-là, toutes les constructions sont hors sol, mais dès qu'on fait un sous-sol, on trouve de l'eau. À l'autre bout de la ville, le quartier du Barachois, autrefois les pieds dans l'eau lui aussi, a bien changé depuis le temps de la grande pêche. Cette ancienne zone, jadis marécageuse, où la mer pénétrait par ce qui est devenu un rond-point, a été asséchée et accueille à présent des infrastructures sportives et culturelles. On arrivait du centre-ville de Saint-Pierre, on passait devant tous ces établissements de pêche et puis il y avait ce qu'on appelait le pont Boulot. Donc il y avait vraiment un pont qu'on pouvait traverser en bois et donc il y avait la mer en fait qui s'engouffrait un petit peu à l'intérieur. Et donc toute cette partie, quand on traversait ce pont, de l'autre côté, il n'y avait pas de maison, c'était la campagne, si j'ose dire. Si durant des décennies, la ville de Saint-Pierre s'est développée autour du port, de nouveaux quartiers plus éloignés du centre historique vont progressivement redessiner le paysage de l'île. Le plus ancien d'entre eux, le plus éloigné également, est sans doute le quartier de Savoyard, qui jusqu'à une époque récente était considéré comme la campagne de Saint-Pierre. Situé au sud-ouest de l'île, bordant l'étang du même nom, le quartier de Savoyard est un écrin de verdure sur une île globalement érodée. Il est devenu au fil du temps un lieu de villégiature que l'on fréquente pour s'échapper de la ville, et où les Saint-Pierrais se font construire villas et cabanons, comme nous l'explique Albin, qui aime lui aussi venir s'y promener.
Ici, on dit souvent aller à la campagne, mais ça veut souvent dire aller à Savoyard quand même. Et donc les gens prenaient voilà, pour 2 semaines, 3 semaines leur voiture et puis on venait ici se dépayser. Et bien sûr, si on avait oublié quelque chose, c'était très facile de retourner dans sa résidence permanente. Mais voilà, pendant des années, ça l'est encore, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, je pense que les résidences permanentes ont pris le pas sur les résidences secondaires, même s'il en reste quelques-unes. Il y avait des fermes avec des bovins, des vaches, fermes laitières, etc. Et donc c'était vraiment la campagne avec quelques pâtures qui étaient disponibles, ce qui n'est pas le cas au centre-ville. Et puis au nord de l'île, c'est trop aride, trop morne, avec trop de cailloux pour utiliser ça de cette façon. C'est un quartier, c'est une zone très attractive. Beaucoup de jeunes s'y sont installés, ont construit, continuent de construire. Voilà, petit à petit, au fil des ans, ils ont eu les commodités, ce qui n'était pas le cas dans les années 60, fin 60, début 70, quand les premiers se sont installés. Et donc maintenant, en plus, on peut avoir un peu plus de terrain qu'au centre-ville. Donc voilà, on a accès à des propriétés qui sont un peu différentes de celles du vieux Saint-Pierre, entre guillemets. Et donc il faut savoir qu'autrefois, il y avait des pêcheurs qui s'étaient installés ici, qui vivaient ici à l'année longue. Et bon, la raison pour laquelle ils étaient ici, c'est parce qu'ils étaient proches des fonds de pêche. Et donc ils pouvaient aller avec leurs doris, leurs embarcations, pêcher et rentrer chez eux le soir sans faire trop de distance. Donc c'était une bonne raison pour eux d'habiter ici. Et bon, par la suite, les fonds de pêche qui étaient accessibles, qui étaient près d'ici, ont commencé sans doute à être moins attractifs. Il y avait moins de poissons. Et puis aussi, il y a l'apparition du doris à moteur qui a fait que ces gens ont préféré voilà, déménager au centre-ville de Saint-Pierre. Jusque dans les années 70, il y avait voilà, des cafés où voilà, on pouvait venir danser aussi le soir. Donc les gens prenaient, il y avait la route bien sûr, on prenait la voiture et on pouvait venir ici s'amuser un peu. Et donc il y a eu une période où il y a eu des gens qui habitaient ici de façon permanente, après plutôt des résidences secondaires. Et maintenant on est revenu avec des résidences permanentes, voilà, depuis que la ville s'est agrandie. Si Savoyard est devenu un prolongement de la ville, d'autres quartiers plus proches du centre historique ont progressivement émergé, répondant ainsi à l'évolution du mode de vie des Saint-Pierrais. Karine Clairaut a été maire de la commune et sénatrice de l'archipel. Elle a vu s'étendre le bourg en fonction des évolutions sociétales. Alors c'est au fur et à mesure que la population a évolué en fait. Les familles n'étaient plus aussi regroupées qu'elles l'avaient été par exemple dans la première moitié du XXe siècle. C'est vraiment, moi je dirais presque une révolution sociétale parce qu'il y a eu une époque où on avait ce besoin de se regrouper, où les enfants travaillaient très souvent avec le père notamment à la pêche. Et donc tout le monde restait ensemble et puis ce besoin à un moment donné de s'émanciper. Des gens sont partis, sont revenus et quand ils sont revenus, ils avaient aussi cette envie de s'installer chez eux, ce que l'on peut tout à fait comprendre. Et puis aussi, la population vieillissant, on a eu des maisons qui étaient en indivision avec quelques difficultés parfois pour soit vendre, soit rénover. Et donc on se retrouve avec un besoin qui est de s'étendre, une envie qui est aussi d'aller vers des espaces un peu plus grands, parfois un peu plus protégés, parfois avec beaucoup plus de vues. Donc il y a eu des quartiers au fur et à mesure, des maisons qui se sont perchées, d'autres qui se sont mis dans des petits cocons de végétation. Si le nord de la ville a été le premier à se développer au point de s'accrocher à la montagne, le quartier du cimetière à l'ouest, celui du Pont-Bouleau ou de Galanterie, ont vu fleurir des maisons au style moins traditionnel, plus proches des maisons canadiennes. Dans les années 70, de nouveaux matériaux composites apparaissent. L'aspect extérieur des maisons change. Le bardage voit l'apparition de clapboards d'aluminium, de vinyle ou de fibres de bois compressées. Les façades, fenêtres et appentis
passe du gris de bois vieilli à une multitude de couleurs. Neutres au départ, puis de plus en plus vives, les Saint-Pierrais utilisent en général 2 couleurs. L'une pour le bâtiment et une autre pour l'encadrement des huisseries. Progressivement, les fenêtres à la française disparaissent au profit des châssis américains, d'abord à guillotine, puis horizontaux, double vitrés et laissant mieux pénétrer la lumière à l'intérieur des maisons. Dans les années 80 et 90, l'habitat particulier explose au fur et à mesure de la viabilisation des terrains. L'archipel bénéficie de fonciers disponibles et, à la différence de la métropole, d'une grande souplesse en matière d'urbanisme. Des maisons préfabriquées au Canada ou d'inspiration nord-américaine émergent alors dans les nouveaux quartiers, comme celui du Ranch ou du lotissement Guibert. Progressivement, les Saint-Pierrais augmentent les surfaces habitables et laissent libre cours à leurs envies. L'idée est de créer des lieux de vie confortables où l'on pourra passer les longs mois d'hiver avant de profiter à nouveau de l'extérieur. Cette liberté de construction, héritée du temps où l'on bâtissait soi-même sa maison avec les moyens du bord et d'une réglementation approximative jusqu'au milieu des années 80, a produit des quartiers hétéroclites avec une grande diversité architecturale. On n'a pas forcément l'harmonisation qu'on aurait pu attendre au niveau des quartiers. On a par exemple plusieurs sortes d'habitats construits. Ça peut être de la maison un peu norvégienne, de la maison très canadienne, de la maison style chalet un peu montagnard français. On aurait pu être un petit peu plus pointu sur certains règlements et uniformiser en fait ces règlements, parce qu'on avait des règlements par lotissement et parfois 2 lotissements qui se touchaient n'avaient pas forcément les mêmes règlements, ce qui apporte une incompréhension pour les personnes qui construisent. Finalement, ce qu'on retient surtout de la ville, c'est ce qui est vraiment une marque de fabrique aujourd'hui. Ce sont ces couleurs, ce sont ces matières qui se mélangent. Et cette envie, quand le ciel est gris comme aujourd'hui, d'aller chercher des belles couleurs éclatantes pour donner un petit peu de couleur à Saint-Pierre-et-Miquelon aussi. La couleur des bâtiments a durablement changé la physionomie de Saint-Pierre. De même que les nouveaux quartiers, qui petit à petit ont grignoté l'espace rural autour du Vieux-Bourg. Le dernier d'entre eux occupe un espace insolite, au sud de la ville. Posé sur la piste de l'ancien aéroport, le quartier des Graves, qui jadis servait au séchage de la morue, est à la fois un quartier de commerce et d'habitation. Il accueille également le nouvel hôpital de l'archipel. La construction de maisons y est fréquente, avec des techniques et matériaux bien éloignés des habitations en bois d'antan. David Tanguy est entrepreneur dans le bâtiment. Depuis quelques années, il utilise une technologie innovante dans la construction des maisons individuelles. Des blocs de coffrage, sauf que là on a une isolation qui est déjà dessus. Après, une fois qu'on a monté tous les panneaux, on vient couler du béton à l'intérieur, du béton armé. Une fois que c'est coulé, on a un mur qui est isolé en plus d'avoir la structure porteuse. Maintenant, on veut des maisons qui soient bien isolées, étanches à l'air, étanches à l'eau. Donc, voilà. Donc c'est ce qu'il y a de plus rapide à mettre en œuvre et de plus isolant à l'actualité. Aucune vibration, on a vraiment une qualité de vie intérieure qui est optimale. On met beaucoup de clapboards de bois, clapboards de PVC, pour garder une architecture un peu colorée aussi. Donc ça, on adapte dessus sur le système. Donc on met des lattes et on fait un clapboard après traditionnel. C'est ce qu'il y a de plus rapide, les gens peuvent le faire eux-mêmes, même les autoconstructeurs peuvent le faire eux-mêmes. C'est assez simple, le bois il faut quand même connaître, c'est un peu plus lent, mais en plus le bois il faut le mettre en œuvre. Il faut plaquer, isoler, rajouter des membranes. Donc ici, là, on est étanche directement, donc c'est un gain de temps. Chacun ici fait un peu son petit truc. Il y a quelques dessinateurs qui font des prestations. Et moi, en tant que constructeur individuel, moi, je reprends tous les plans et je leur refais leurs plans du plan de construire jusqu'au détail intérieur. Donc, comme ça, au moins, je gère tout.
L'architecture et les techniques de construction ont évolué à Saint-Pierre, comme partout ailleurs, répondant aux changements sociétaux et environnementaux. Depuis 5 décennies, la ville s'est considérablement étendue, doublant sa surface historique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses infrastructures sont sorties de terre pour mettre au niveau de la métropole ce petit morceau de France qui lutte contre son enclavement et son éloignement de l'Hexagone. Nombre de ces bâtiments publics, colonnes vertébrales d'un territoire à la française, ont été construits par des entrepreneurs de l'archipel. Roger Hélène a œuvré à la construction de nombreux bâtiments de Saint-Pierre, depuis que son grand-père a créé l'entreprise familiale dans les années 30. Aujourd'hui, le chantier du nouveau barrage de la ville est un challenge de plus pour cet entrepreneur passionné par son territoire. Un barrage, on ne le réalise pas tous les ans, quoi. Donc c'est une fois ou deux dans la vie, quoi. Ce barrage, pour la sécurité du village, du territoire, il fallait le détruire. Donc on est aujourd'hui en phase de reconstruction, après les terrassements qui ont été quand même assez importants, qui ont débuté à l'automne. Aujourd'hui, on est en train de faire les premiers bétons, donc les bétons de masse, de calage. C'est un beau projet et c'est important quand même que ça se fasse avec des entreprises locales, des salariés qui ont le savoir-faire dans ce domaine-là, parce que sur un petit territoire où on a 6000 personnes, trouver quand même cette compétence d'entreprise et de salariés, c'est quand même formidable. Il y a des grandes villes où on ne trouve pas tout ce savoir-faire-là et donc on est obligé d'avoir une polyvalence parce qu'on est sur une île, on ne peut pas se déplacer. Donc les gens ont appris sur le tas, ils ont appris aussi par rapport aux formations. Et donc depuis toujours, ça a été comme ça, les gens sont polyvalents, ils ont des compétences dans tous les domaines. On est un peu plus long, mais on sait très bien faire le travail. Dans le bâtiment ou dans les travaux publics, on essaie de réaliser le maximum de choses par nous-mêmes. 99% des travaux ont été réalisés par les locaux, par les entreprises locales. C'est un ouvrage qui doit durer à peu près une centaine d'années. Donc le cahier des charges est assez restrictif. Donc on nous a demandé des bétons qui soient conçus pour des centrales nucléaires, pour des barrages. Et donc on a essayé de travailler avec les ciments canadiens, mais on n'a pas eu le temps de faire la composition du ciment dans les délais. Donc on a été obligé de s'approvisionner directement en métropole. Et c'est ça aussi l'enjeu, c'est d'essayer de travailler avec des matériaux nord-américains. Si aujourd'hui l'approvisionnement en matières premières respectant les normes européennes est un véritable enjeu pour le secteur du bâtiment, un autre tout aussi important inquiète Roger. Il y a le problème de la démographie, parce que les gens vont à la retraite, des jeunes partent aux études, ne reviennent pas. Donc il faut qu'on essaye de contrer cet élément-là. Et pour contrer cet élément-là, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin sérieusement de construire un peu plus de logements sur ce territoire pour faire venir des familles et pour que aussi que nos salariés trouvent à se loger pour pouvoir exercer leur métier. Et ça, c'est un vrai défi aujourd'hui du bâtiment sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Bien qu'en 50 ans, la ville se soit considérablement agrandie, la question de la démographie et celle du logement restent toujours étroitement liées, à Saint-Pierre comme ailleurs. L'enjeu y est cependant particulièrement important pour l'attractivité de la cité. Yannick Cambrai est l'actuel maire de Saint-Pierre. Comme d'autres acteurs du territoire, il a conscience que l'avenir de la commune passe nécessairement par la résolution de la question. On sait qu'il y a un problème du logement ici à Saint-Pierre. C'est une problématique, pourquoi? Parce que ça coûte cher, de plus en plus cher. Et il faut savoir que ce n'est pas uniquement des logements sociaux, pas du tout, parce que je dirais des gens à revenus intermédiaires, c'est insuffisant pour construire une maison neuve tellement les matériaux sont devenus chers, les terrains peut-être aussi. Donc il faut qu'on trouve absolument une solution. Très honnêtement, avec 60 ou 80 logements de plus, la ville serait comblée au niveau logement. C'est à quoi on souhaite s'attaquer avec la collectivité territoriale. Donc la solution pour moi peut être simple, à une seule condition, c'est que les trois collectivités s'entendent et on le fera.
Mais je pense, moi, plus particulièrement, c'est de profiter pour densifier le centre-ville. La ville s'est étendue sur des quartiers périphériques, avec le quartier des Graves, mais aussi le quartier du Ranch, etc. Tout ça s'est fait au détriment de la vieille ville. Est-ce que c'était une bonne idée de faire un autre quartier plutôt que de, je pourrais employer le mot, remplumer le centre-ville? C'est une question qui se pose. Pour remplumer le centre-ville, Yannick Cambrai et son équipe ont développé des lieux de vie où les Saint-Pierrais se retrouvent, notamment les jeunes, comme le parc multi-activités pour les ados et le parc de jeux pour les jeunes enfants. C'est vrai que la population baisse, la natalité est aussi également en baisse, c'est une question de génération certainement, mais il faut rendre notre ville attractive pour garder les gens qu'on a actuellement, pour inciter surtout, et ça c'est très important, nos jeunes à revenir, parce qu'ils vont se trouver bien dans une ville qui est dynamique, qui bouge, qui a les infrastructures aussi pour des familles. En créant certains pôles d'activité aux quatre coins de la ville, je crois que c'est très important parce que ça donne une certaine dynamique, parce que le but pour nous, c'est d'arrêter justement ce dépeuplement, si je peux m'exprimer, même si on n'est pas rendu à employer ce mot-là. Et je crois que c'est l'un des objectifs que l'on doit avoir en tant que maire d'une commune, et en tout cas celle de Saint-Pierre, pour moi c'est très important d'y être. Et je crois que la collectivité territoriale a son rôle à jouer aussi, parce que chacun ayant ses compétences, mais la collectivité s'occupant du développement économique, si en plus il y a un développement économique intéressant, les jeunes vont revenir. Parce que moi, la plus grosse problématique que je vois, c'est les jeunes qui partent aux études, beaucoup ne reviennent pas. La natalité baisse, mais si en plus les jeunes Vision singulière de son métier, en adéquation avec la taille de la ville. Alors moi j'essaie de faire ce que j'appelle une architecture contextuelle. Je crois qu'il y a une pratique du métier qui est très différente quand on travaille pour des gens dont on est proche. Dont on est proche parce qu'on les connaît, on est proche physiquement, parce qu'un architecte qui fait un geste architectural, entre guillemets, à pas forcément 5000 km, mais même à 200 km de chez lui, il pense à son bâtiment. Bien sûr, il va penser aux gens qui vont l'utiliser, mais il ne les reverra pas. Il ne les verra peut-être jamais d'ailleurs. En fait, nous, on connaît les gens qui vont utiliser nos bâtiments. C'est cette sensation de travailler pour les autres. Donc, on définit le cadre de vie des gens qui vont vivre dans le bâtiment, et puis on définit aussi le cadre de vie de ceux qui passent dans la rue. Donc, une espèce de double responsabilité. Ça, c'est vraiment quand même le contexte. Donc, le programme, il y a l'économie. On a des maîtres d'ouvrage qui travaillent dans un contexte qui, eux, est difficile d'un point de vue économique, puisque le coût de la construction est plus élevé à Saint-Pierre à cause des matériaux, à cause des salaires, etc. Donc c'est difficile de réussir à sortir un budget pour faire un bâtiment. Donc il faut être respectueux de ce budget, de cette enveloppe, et vraiment l'utiliser comme il faut. Le contexte, c'est l'époque. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord pour dire que, sous prétexte qu'au XIXe siècle, on faisait des petites maisons en bardeaux de 5 mètres par 7, il faut que tout ressemble à des petites maisons en bardeaux de 5 mètres par 7. Pour pouvoir créer, entre guillemets, parce que tout le monde s'imagine que l'architecte crée, dessine ce qu'il veut, en fait, il faut déjà réussir à cerner le domaine de liberté dans lequel on va pouvoir s'exprimer. Et ce domaine de liberté, c'est bien intégrer les contraintes réglementaires, tout azimut. Il faut bien cerner l'ensemble de ces contraintes, et quand on a cerné l'ensemble de ces contraintes, il reste un espace de liberté. Un des challenges finalement de la construction à Saint-Pierre, c'est qu'on est appelé pour des bâtiments qui sont toujours beaucoup plus gros que des maisons individuelles. Et si on veut s'intégrer dans le tissu urbain, on est obligé de redécouper le programme. Et la plupart des bâtiments sur lesquels je suis intervenu, pas toujours de la même manière, mais il y a une recherche de subdivision du bâtiment en des volumes élémentaires qui sont à l'échelle de la maison individuelle. Exemple parfait de ce geste architectural, l'immeuble d'habitation du quartier du Pain de Sucre, que Rodolphe a réhabilité avec une esthétique originale. C'était déjà un bâtiment de logement qui a été construit dans les années 80 et qui était en très très mauvais état. Donc on a gardé le gros œuvre, on a tout démoli, on a gardé la structure béton et on a gardé la charpente. Et on a voulu raconter un petit peu une histoire. Donc on a les traces de l'ancien bâtiment en fait.
c'est tout ce qui est habillé en bois, qui n'était pas habillé en bois à l'époque, mais dans l'histoire, on raconte que ce qui est ancien, c'est ce qui était en bois, comme on faisait autrefois les maisons à Saint-Pierre. Toutes les interventions colorées sont les interventions qu'on a rajoutées, les volumes complémentaires du bâtiment. Et on a voulu utiliser la couleur de manière un petit peu différente de ce qui se fait habituellement à Saint-Pierre. Donc on reste dans le contexte d'un environnement avec de la couleur, mais on n'est pas à la même époque et on l'introduit de manière différente. Puis on a cette tour avec le motif bayadère de rayures que Karine Clairaut, maire de Saint-Pierre à l'époque, avait appelé la chaussette péruvienne. Et on avait fait un relevé des couleurs des maisons environnantes avec les encadrements de fenêtres, les bardages. Et on avait juxtaposé toutes ces couleurs pour être dans le contexte. En fait, on voulait s'insérer dans notre environnement et retrouver les couleurs de l'environnement, ce qu'on avait fait de manière très littérale. Autre bâtiment dessiné par Rodolphe, l'immeuble d'habitation du contingent de gendarmes de l'archipel. Là aussi, un souci d'intégration à l'environnement urbain a guidé la réflexion de l'architecte. Là, on a l'exemple d'un bâtiment où il y a une très grosse différence d'échelle entre la maison individuelle de Saint-Pierraise et ce qu'on nous demande de construire. Et donc ça, c'est toujours très difficile de réussir à insérer un gros bâtiment dans un tissu de maison individuelle. Donc il y a tout un travail en fait sur le séquençage du bâtiment avec des éléments verticaux qui viennent découper la façade pour éviter d'avoir une façade qui fait 35 mètres de long, enfin de diminuer l'impact visuel de cette façade. On réutilise quand même des éléments qui sont les éléments traditionnels d'encadrement de fenêtres colorées. Mais on a changé d'échelle, on a des regroupements de 2 étages, c'est-à-dire qu'on donne l'impression d'avoir un étage de moins en regroupant des fenêtres entre elles. On a la chance d'être sur le front de mer, donc où on a du recul, donc le rapport à l'échelle est un peu différent. Les piétons se promènent un petit peu plus loin du bâtiment que quand on est dans une petite rue. Donc on joue sur une imbrication de volumes, de couleurs différentes. Ça se voit davantage sur les pignons de ce bâtiment, en fait, des 2 côtés. Et surtout que c'est important au niveau des pignons, puisque c'est à cet endroit-là qu'on se raccorde avec le reste des petites rues qui remontent vers le centre-ville de Saint-Pierre. Le talent de Rodolphe se matérialise également dans des bâtiments techniques. C'est l'histoire de Saint-Pierre qui l'a inspiré cette fois, pour dessiner la nouvelle chaufferie avec des contraintes importantes. Historiquement, les premiers bâtiments techniques à Saint-Pierre, c'était les cabanes à sel, qui servaient pour saler le poisson. On en a un bel exemple encore du côté de l'hôpital. Ils avaient cette forme particulière et ils étaient tout en bois. Et avec une particularité, c'est que c'est le même matériau qui était utilisé en façade et en toiture. C'est ces deux éléments, en fait, l'unicité de matériaux et la forme, que j'ai voulu réutiliser pour ce bâtiment technique. Par contre, on avait des contraintes parce qu'il y a de la puissance thermique à l'intérieur. Donc il fallait qu'on soit uniquement matériau incombustible. Donc on a cherché un matériau incombustible dont la couleur se rapproche du cèdre qui grisaille dans le temps, et on a utilisé le zinc. À côté d'un bâtiment qui aurait pu ressembler à un transformateur ou à un bloc vulgaire, je pense que sur la route du Cap, qui est quand même un des plus beaux sites de Saint-Pierre, ça méritait de faire un effort particulier. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. La ville de Saint-Pierre a une longue histoire et une lourde responsabilité. Celle de porter le témoignage d'une architecture et d'une identité singulière, tournée vers l'océan et chargée de l'histoire des hommes et des femmes qui ont façonné ce territoire. Parions que le visage qu'offrira cette île-village aux générations futures sera toujours celui d'un subtil mélange entre l'Amérique et la France.